Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là à cet exceptionnel débat qui a précédé, mais je crois que celui-là va être nettement plus intéressant, vous allez voir. Vous regardez les magnifiques participants que vous avez. Donc moi, je suis Éric Favreau, je travaille à Libération depuis assez longtemps, voilà. Et donc, je suis censé animer ce débat avec ce titre impossible, et à mon avis, franchement faux. La fragilité, le grand impensé de nos sociétés. Alors je ne sais pas qui a fait ces titres, mais bon, moi j'aurais dit plutôt la grande terreur de nos sociétés, la grande crainte de nos sociétés. On a tous... Mais impensé, je ne sais pas. Peut-être qu'on pense mal, la fragilité. Peut-être qu'on la pense de côté ou qu'à moitié, mais ce mot-là est en tout cas omniprésent. Et c'est vrai que là, vous avez un magnifique panel pour en débattre. Et donc l'idée est toujours, comme au débat précédent, chacun des intervenants parle 5 ou 10 minutes, comme il veut, s'interroge ou s'interpelle ou se coupe. Après, on aura juste une petite pause où une personne qui est auxiliaire de vie va faire une sorte de synthèse de ce qui a été dit. Et puis on vous donne la parole, le tout sur 1h30. Voilà. Et donc je vous présente un peu rapidement et évidemment un peu caricaturellement les différents intervenants. Donc toujours à mon extrême droite, Daniel Tammet, qui est écrivain, poète, et qui nous dira qu'est-ce qu'il a à dire ou qu'est-ce que ça veut dire pour lui la fragilité. Et sûrement à un moment ou un autre de ce moment, il nous lira un de ses très jolis poèmes qu'il a écrit. Et d'ailleurs, il y a son livre qui est devant. Et vous verrez. À côté, Noël Châtelet, qu'on ne présente plus, écrivaine. Universitaire aussi. Ben oui, universitaire, voilà. Et d'ailleurs, où c'est un trou noir que j'ai. Vous êtes universitaire où? Moi, je suis à la retraite depuis longtemps. Oui, mais où vous étiez? Les dernières années à Paris 5. À Paris 5, voilà. Et qui nous dira aussi un petit peu comment elle regarde cette fragilité de nos sociétés ou des êtres humains. Moi, je vous ai souvent entendu sur des questions de fin de vie, mais là, ça va nous changer un petit peu, c'est sûr, tout au long de la vie. Juste à côté de vous, Madame Florence Leduc, qui est présidente d'une association, l'Association française des aidants. Voilà, le mot aidant, vous savez, a un succès énorme ces temps-ci, mais c'est peut-être bon signe, c'est peut-être pas bon signe, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on en parle beaucoup, mais peut-être qu'on a tous besoin d'être aidés, et les aidants aussi. Et enfin, on ne présente plus Jean-Claude Amezen, et le pauvre, je lui fais toujours la même remarque, et sa magnifique voix. Hein, vous êtes tous d'accord, il a une voix magnifique. Voilà. Mais bon, moi je l'ai connu surtout comme président du comité national d'éthique. Avant, il a présidé longtemps le comité d'éthique de l'INSERM, immunologiste. Et maintenant, il me disait tout à l'heure qu'entre ses émissions à la radio et ses livres, il est largement occupé et extrêmement bien. Noël Châtelet, à vous, pour nous dire un petit peu, ben voilà, cet intitulé un peu bizarre. Voilà, qu'est-ce qui vous fait dire ou rien dire Il n'est pas si bizarre que ça. Ah, d'accord. À la place d'impensé, j'aurais dit impensable. Peut-être. Fragilité impensable, pourquoi? J'en parlais tout à l'heure avec Tania, la merveilleuse organisatrice, communicatrice de ces rencontres, en lui disant que j'arrivais, personnellement, il ne me semblait pas qu'on puisse séparer la question de la vulnérabilité de la question de la mort. Nous sommes tout simplement vulnérables parce que mortels. Et au fond, les seuls êtres humains, les seuls êtres vivants, j'ajouterais, on a parlé des arbres tout à l'heure, qui savent qu'ils vont mourir. Et très courageux de le savoir. C'est difficile. Donc, impensable parce qu'on ne veut pas y penser précisément à cette idée que nous sommes mortels. Et on passe par toute une série de détours pour l'oublier, pour ne pas le voir. Et à chaque fois que la vulnérabilité s'approche de nous, soit en nous-mêmes, soit à travers d'autres qui nous semblent davantage vulnérables que nous-mêmes, eh bien, on fuit. On est dans une forme de terreur qui nous rappelle justement à cette fatalité de la mort. Donc on ne veut pas la voir, on ne veut pas la penser, cette vulnérabilité. Elle nous dérange
Et c'est normal qu'elle nous dérange. C'est normal que nous en ayons peur. Alors, moi, par mon enfance, par mon éducation, j'ai approché d'assez près, au fond, déjà, des êtres dits vulnérables. Par ma mère, parce qu'elle était sage-femme, dont j'ai appris beaucoup, sur laquelle j'ai écrit beaucoup, comme vous le savez, surtout sur la question de la fin de vie. Mais aussi par mon père, dont je parle assez peu, qui s'occupait d'un centre d'enfants en danger moral, on les appelait comme ça, des adolescents entre 13 et 17 ans, qui tournaient mal. Et j'ai été élevée, toute petite fille, dans ce centre, et je fréquentais ces enfants, je fréquentais ces gosses en perdition. Et très vite, donc, j'ai été amenée, grâce à mes parents et grâce à cette promiscuité nécessaire, et sans doute qui m'a enseigné beaucoup, à me poser des questions avec mes parents, frères et sœurs, etc., sur ce qui fait qu'on est fragile, sur ces fragilités. Et ça a sans doute déterminé ensuite la manière dont j'ai conçu ce que j'appellerais aujourd'hui, au bout de 50 ans et quelques 15 livres, ce que j'appellerais mon voyage autour du corps, qui a commencé par une thèse d'université sur les rapports du corps avec l'alimentation, et où j'ai été amenée d'emblée, alors que j'étais une bonne vivante, je le suis toujours d'ailleurs, à aborder toutes les questions relatives, par exemple, aux pathologies alimentaires. Donc, j'ai approché, à propos de la question de la nourriture, déjà des formes de déviance, de désordre, qui m'ont beaucoup surpris. Et avec ces personnes que j'ai rencontrées, nous avons travaillé sur ces questions de peur, justement, comment dire, de refus au fond de cette fatalité qui nous mène à la mort, parce que le manger en fait partie, évidemment. Et puis, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné après l'essai, à travers des nouvelles, à travers encore un autre essai, mais aussi romans, récits, etc. Je me suis rendu compte qu'au fond, ces êtres vulnérables étaient ceux qui m'intéressaient le plus. Ce sont eux vers lesquels j'avais envie d'aller, eux qui me posaient des questions sur ma propre vulnérabilité, et je l'ai senti d'autant plus nécessaire, ce questionnement, que nous sommes, il est vrai, dans une société de la toute-puissance, de la surpuissance, et que nous n'avons pas le droit à la vulnérabilité. Donc je suis allée écrire à propos donc, des pathologies alimentaires, mais aussi de la question du vieillissement. Je suis allée faire un grand périple dans les milieux de la chirurgie esthétique. J'ai vu souffrir des milliers, des centaines, j'exagère, de femmes terrorisées par la peur du vieillir, donc du mourir. J'ai beaucoup bourlingué avec des médecins. Je suis allée du côté de l'hermaphrodisme, qui est une forme de déviance aussi du corps, mais qui est aussi celle de l'air. Je suis allée je suis allée faire une enquête et un travail aussi sur la première greffée du visage. J'ai fait 2 documentaires autour des greffes d'organes, etc. En fait, toutes ces questions-là me passionnent, m'ont passionné, me passionnent encore. Et je les crois d'autant plus nécessaires, en tout cas pour moi-même, que, et c'est pour ça que j'insistais sur l'universitaire que je suis, je pense qu'elles sont partageables, nous devons les transmettre et les partager, toutes ces questions. Et je les crois d'autant plus nécessaires qu'il me semble qu'en approchant précisément ces êtres dits vulnérables, hors normes, appelons-les comme on veut,
Vous aurez d'autres mots, Daniel, j'en suis sûre. On a tellement parlé ensemble tout à l'heure sur ces questions-là. On approche d'une vérité de soi qui est au plus profond et qui est vraiment ce que nous avons de plus authentique. L'idée de l'invulnérabilité est à mes yeux un leurre, une forme de tricherie avec la peur fondamentale, mais aussi d'autres peurs, et la vision d'un être vulnérable en face de nous. On y mettra d'ailleurs aussi les personnes en fin de vie. Vous savez que je mène un combat depuis 15 ans sur cette question-là et elle m'intéresse énormément. L'approche de ces personnes-là nous est à tous nécessaire pour partager tout simplement ce que nous avons à partager en tant que mortels, humains et frères humains. N'oublions pas ce terme. Nous sommes des frères humains. Et de ces êtres hors normes, vulnérables, etc., j'ai appris beaucoup de la vie, de la mort, de moi-même. Et c'est eux qui ont, à mon avis, davantage la vérité sur ce que nous sommes que tous ceux qui prétendent la posséder. Et en particulier dans le milieu médical, qui s'est technicisé d'une manière telle que la mort est devenue presque un accident, qu'on la considère comme une erreur de parcours. Le vieillissement, n'en parlons pas, on n'y a pas droit. Enfin bref, j'ai, à travers tous ces livres, dans des supports différents, parce qu'à chaque fois, évidemment, il fallait trouver l'entrée pour partager ces combats, j'ai essayé de faire connaître, de faire savoir aux autres que si on ne regarde pas cette vulnérabilité en face, de même, si on ne regarde pas la mort en face, on passe à côté de soi-même. On n'aura pas été l'humain qu'on devait être. Et je trouve ça très dommage, personnellement. Voilà, donc je suis allée, en général, vers des déviants, mais aussi des sujets tabous, parce que ceux-là aussi, ils dérangent fondamentalement. Allez voir, par exemple, du côté des amours des personnes âgées, c'est un tabou, j'y suis allée. Il y a eu des livres, mais il y a aussi des adaptations, au théâtre, etc. Et c'était bien d'ailleurs que d'autres créateurs prennent un peu le relais de ce que je disais. Et j'aime beaucoup ce partage. Je regrette beaucoup que notre ami chorégraphe ne soit pas là ce soir parce que je pense, et là j'empiète peut-être sur le deuxième débat, je pense que les artistes, les écrivains, mais les artistes en général, sont à la meilleure place, les poètes aussi, mon cher Daniel, à la meilleure place pour parler de ces choses dont on ne veut pas parler, pour parler de l'impensable. Je m'arrêterai là parce que... Merci. C'est une entrée en matière. C'est une magnifique entrée en matière. La vulnérabilité, la mort. Là où je discuterai un petit peu avec vous un petit peu plus tard, c'est, on dit, comme vous le dites, on a beaucoup à attendre, nous, à SPD. Mais le problème du vulnérable, du fragile, c'est qu'il se tait, c'est qu'il est silencieux, c'est qu'il ne parle pas, c'est que c'est souvent un continent invisible et silencieux. Jean-Claude Amezen, alors, de quoi voulez-vous parler? Je ne lui pose pas de questions parce que vous le connaissez. Il va nous faire un... Il a son idée. Alors, c'est quoi votre idée? Alors, le premier point que je voudrais aborder, qui rejoint d'ailleurs ce que Noël Châtelet évoquait, c'est notre fragilité en tant que vivant, même au-delà de notre fragilité en tant qu'humain. Et je veux dire, nous sommes des héritiers de centaines de millions, voire de milliards de générations d'êtres qui ont tous disparu. Et de cette disparition, de manière tragique,
est né ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est-à-dire l'évolution du vivant. Et donc cette fragilité, c'est ce qui a permis la sculpture de l'extraordinaire. Et quelque chose de tragique au niveau individuel. Il y a un deuxième niveau de vulnérabilité qui est aussi universel dans le vivant, mais qui concerne cette fois à la fois la généalogie du vivant, qui est, comme vous le savez, cellulaire. C'est sous forme de cellules que le vivant se propage à travers le temps, mais qui compose chaque individu vivant. Et c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui est que toutes nos cellules, mais c'est vrai pour la quasi-totalité des êtres vivants, toutes nos cellules ont en permanence la capacité de s'autodétruire. Et ce qui leur permet de ne pas déclencher leur autodestruction, ce sont les relations provisoires, aléatoires, qu'elles sont capables d'entretenir avec des cellules voisines. Et donc nous sommes, et tous les êtres vivants sont des sociétés cellulaires dont chaque composante vit en sursis et dont aucune ne peut vivre seule. Et donc de cette fragilité extrême naît une interdépendance. Un corps est plus que la somme des cellules qu'il compose, c'est la somme des relations qui permet à chaque cellule de survivre pendant un temps. Et de cette interdépendance dépend notre pérennité, paradoxalement, et notre complexité. Et c'est quelque chose qui dure pendant toute notre vie et qui change d'ailleurs la vision au niveau des cellules, au moins, qu'on se fait de la vie. On a l'impression que la vie est un phénomène positif. Une cellule vit. Et en fait, ça suggère que c'est, dans la plupart des cas ou dans la totalité des cas, la négation d'un événement négatif, c'est-à-dire la répression d'une autodestruction. Et le deuxième élément, c'est qu'on a l'impression que la vie au niveau cellulaire est un phénomène individuel, une cellule vit, et que quand on se demande ce qui est nécessaire et suffisant à la survie d'une cellule, on ne peut pas répondre si on oublie la présence d'autres cellules. Et donc, la vie au niveau cellulaire est un phénomène collectif. Aucune cellule ne peut vivre seule. Donc il y a ces deux éléments de fragilité qui sont inscrits au cœur du vivant depuis des temps immémoriaux et qui nous construisent et qui nous font aussi disparaître. Et puis, il y a une fragilité qui est propre à un certain nombre d'espèces animales, cette fois qui concerne les individus, et en particulier à l'espèce humaine, qui est que les nouveau-nés naissent dans beaucoup d'espèces animales, et en particulier dans l'espèce humaine, dans un état de vulnérabilité absolue. Et donc nous sommes les descendants de longues lignées d'ancêtres qui se sont tous occupés, quand ils étaient adultes, des nouveau-nés qui, sans le fait qu'on les soigne et qu'on les nourrisse et qu'on s'en occupe, auraient disparu. Et donc, vous savez que l'espèce, c'est ce qu'on appelle la néoténie, le retard du développement après la naissance, et l'espèce humaine est celle dont la néoténie est la plus prolongée. Et dans cet état de vulnérabilité absolue, paradoxalement aussi, ou apparemment paradoxalement, c'est le moment où nous découvrons le monde par l'intermédiaire des autres. Parce que nous sommes protégés, parce que nous apprenons à parler la langue des autres avant d'être capables de nous nourrir tout seuls. Et donc ça ouvre un champ d'expérimentation, un champ d'apprentissage qui nous rend riches de tout ce qui nous entoure. Et dans les espèces animales où le nouveau-né est indépendant dès qu'il est né, voire dépourvu de parents ou d'adultes qui l'entourent, comme dans certaines espèces, eh bien, cette richesse, cet enrichissement, cette construction ne peut pas survenir. Donc, c'est un prix payé pour cette complexité, et c'est le socle, et Darwin pensait, et des éthologues et primatologues contemporains, comme Deval le pense encore aujourd'hui, de plus en plus, que c'est sur ce socle, le soin apporté au nouveau-né et au petit enfant sans lequel il ne peut pas survivre, que s'est construit l'empathie, la coopération, l'entraide, qui, une fois qu'elle s'est petit à petit propagée, eh bien, permet d'aider quelqu'un qui n'est pas un nouveau-né, mais qui est dans un état de vulnérabilité et de faiblesse. Donc cette fragilité, elle est aussi ce qui est à l'origine de nos comportements les plus touchants, les plus humains et les plus nobles. Et donc c'est l'importance du lien, l'importance aussi, je crois que c'est une autre forme de fragilité et de richesse que nous réalisons peu souvent, qui est souvent un impensé, bien que nous le sachions, c'est tout ce que nous devons aux autres qui nous entourent et aux autres qui nous ont précédés et qui ont disparu. Et nous oublions que la langue que nous parlons, les connaissances que nous avons sur le monde, les outils que nous utilisons, eh bien, ils sont pour l'essentiel, avant que nous inventions quoi que ce soit, ils sont ce qui nous a été légué ou ce qui nous a été donné par ceux qui nous entourent. Et donc cette fragilité, cette interdépendance, ce besoin des autres est une source extraordinaire de richesse. D'où l'importance du lien, d'où l'importance de l'accompagnement, d'où l'importance de la prévention, d'où l'importance du soin. Et je crois,
il y a une part impensée, il y a une part impensable, mais il y a aussi une part, je dirais, de refus de penser. Et de refus de penser à la fois parce que c'est inquiétant ou effrayant, cette vulnérabilité, mais aussi parce qu'elle nous enjoint de nous soucier des autres. Et que le refus d'y penser, c'est une façon, au fond, de reléguer les autres ailleurs. Et je crois que toutes les sociétés, on l'a entendu tout à l'heure, toutes les sociétés sont par définition structurées, sont par définition unies, mais la façon dont elles sont structurées, est-ce que c'est une structuration égalitaire ou inégalitaire, fondée sur l'exploitation ou pas sur l'exploitation, fondée sur l'entraide ou sur des aides asymétriques? C'est quelque chose d'important. Et toutes les sociétés tracent au cours de l'histoire, et la nôtre encore, des frontières entre ceux qu'on appelle, ceux qui disent nous, et ceux qu'on appelle les autres. Et il y a une infinité de frontières de ce type. Et les autres, en général, eh bien, on y pense moins quand on ne les rejette pas activement, simplement on y pense moins que nous. Et la question, c'est lorsque nous parlons de nous, de qui parlons-nous? Qui est-ce que nous sommes en train d'oublier, d'exclure, d'abandonner? Et c'est vrai dans le monde, mais c'est vrai dans notre pays. Je veux dire, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 11 millions de personnes handicapées. Je veux dire, c'est des personnes atteintes de maladies psychiatriques qui sont dans la rue ou qui sont en prison ou qui sont en déshérence, des personnes sans domicile ou avec des domiciles précaires, des migrants, des mineurs migrants qui sont dans la rue. Je veux dire, ça fait partie de nous. Mais c'est en général considéré comme étant à la périphérie de notre société et pas à l'intérieur de notre société. Donc je crois que nous avons un problème, dans notre pays en particulier, si on le compare à d'autres pays en Europe ou dans le monde, à inclure ceux qui sont plus vulnérables ou plus faibles ou simplement différents de la majorité des gens. Et nous avons deux façons, je dirais, de les exclure. L'une est l'abandon, ou alors la relégation aux familles. On parle beaucoup des aidants familiaux, c'est-à-dire des personnes de la famille, quand quelqu'un a une famille, qui s'épuisent à accompagner et qu'on n'aide pas. On parle beaucoup des aidants familiaux, on parle peu de l'aide aux aidants et de l'aide aux personnes. Donc soit on abandonne, soit, et encore une fois, on fait des très belles lois. On a une loi opposable du logement pour tous, on a une loi pour la citoyenneté des personnes handicapées, etc., etc. Mais on a aussi une spécialité qu'une fois que les lois sont promulguées, on attend qu'elles s'appliquent toutes seules, hein, comme si les lois s'appliquaient et s'incarnaient sans que ce soit l'affaire de chacun. Donc ça, c'est l'abandon. Et puis l'autre, c'est une forme d'exclusion qui est faite, je dirais, dans un souci explicite de bien de l'autre. On a une spécialité dans notre pays qui consiste à envoyer les personnes fragiles ailleurs, où on s'occupera mieux d'elles. Et donc nous avons des institutions pour personnes handicapées, nous avons des EHPAD où on regroupe les personnes âgées vulnérables, comme si au fond la meilleure façon d'être accompagné, c'était d'être exilé, voilà, et non pas de permettre à chacun de vivre avec les autres, parmi les autres, avec sa singularité. Donc je crois que c'est quelque chose d'important et que c'est un refus de penser parce que y penser, c'est une forme d'injonction à agir. Et ne pas y penser, c'est se dispenser d'avoir à s'interroger sur l'action qu'on pourrait avoir éventuellement. Moi je crois que parler de fragilité ou ressentir la fragilité, c'est parler de respect. C'est-à-dire que quelle que soit la singularité, quelle que soit la particularité d'une personne, eh bien, elle est aussi respectable qu'une autre. Elle a droit au même respect. Et je crois que c'est ce respect, quelles que soient les différences, qui fonde la notion même d'égalité qui est au fronton de nos mairies. Hein. Et respecter la solidarité, l'inclusion, ça n'est pas là aussi, comme on a souvent tendance à le faire, que les personnes soient aidées parce qu'elles font ce qu'on attend d'elles et qu'elles considèrent comme le mieux, c'est aider des personnes à être libres. Aider des personnes quand c'est difficile, à construire l'autonomie qui leur manque, à construire la liberté qui leur manque. Paul Ricoeur disait, j'ai toujours trouvé cette phrase très belle, qu'on entre véritablement en éthique, véritablement en éthique, lorsqu'à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit « je veux que ta liberté soit », disait Ricoeur. Et c'est une vision de la liberté qui est assez différente de la vision où la liberté de l'un s'arrête où commence la liberté de l'autre. C'est une vision de la liberté qui inclut la liberté, qui l'inscrit dans la solidarité,
Ma liberté a besoin de la vôtre a besoin de la mienne. Et donc, à mon sens, c'est une vision de la liberté qui pourrait presque se substituer à la devise liberté, égalité, fraternité. Liberté, oui. Fraternité, oui, parce que votre liberté vaut autant que la mienne. Et égalité, parce qu'elle vaut autant. Et fraternité, parce que j'ai le souci de votre liberté comme vous avez le souci de la mienne. Et donc, je crois que c'est quelque chose d'important en termes de fragilité. Je crois qu'un des corps est là, et vous parliez de l'art, mais je crois que toutes nos grilles de lecture de ce que nous appelons la réalité ou de ce que nous appelons l'humain sont insuffisantes, sont fragiles, sont, quelle que soit leur validité, font partie d'une large et d'une grande mosaïque. Et donc, en rassemblant, en croisant les points de vue les plus divers, en croisant les approches, qu'elles soient fondées sur les sciences, sur les arts, sur les sciences humaines et sociales, quand on conjugue le fait d'essayer de comprendre et d'essayer de ressentir, le poète John Keats disait que rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti. Eh bien, en croisant tous ces regards et toutes ces démarches, on peut devenir un peu plus intelligent, un peu plus ouvert, un peu plus accueillant que lorsque l'on pense seul ou en groupe composé de personnes homogènes. Et je crois que le fait que la légitimité d'une instance éthique aujourd'hui dans le domaine de la biologie, de la médecine, de la santé repose sur le fait qu'une telle instance soit ouverte au-delà de l'expertise et que s'il s'agit de juger d'une question de biologie ou de médecine, une instance éthique est illégitime si elle ne comporte pas des sociologues, des philosophes, des anthropologues, peut-être des artistes, des personnes qui sont là simplement parce qu'elles font partie de la société et qu'elles ont été tirées au sort, eh bien ça veut dire que lorsque le souci qu'on a, c'est le respect de l'être humain et pas la réponse à une question technique, eh bien il n'y a qu'en croisant le plus largement les regards que l'on peut espérer avoir une vision, une approche, une rencontre qui soit véritablement pleinement humaine. C'est un peu triste parce que c'est il y a 12 ans, le Comité consultatif national d'éthique rendait un avis sur la situation des personnes, enfants et adultes atteintes d'autisme. Et la conclusion de cet avis, qui s'adressait d'une manière beaucoup plus générale sur la façon dont les personnes en situation de handicap sont incluses ou plutôt non incluses dans notre société, sa conclusion était qu'une société qui est incapable de reconnaître la dignité et la souffrance de la personne la plus vulnérable et la plus démunie, et qui, je crois que c'est quelque chose qui travaille notre société en profondeur, et qui exclut cette personne de la collectivité en raison même de sa vulnérabilité, est une société qui perd son humanité. Et je crois que souvent, plus une personne est vulnérable, et plus on la met de côté, sans doute en partie à cause de cette peur que vous évoquez au lieu de la rencontre. Et donc je crois qu'un autre monde est possible, et que les millions de bénévoles qui existent dans notre société, ce forum, beaucoup d'autres initiatives montrent, et c'est un monde ouvert sur les autres, où la singularité, la fragilité, la vulnérabilité de chacun est considérée comme une source de richesse humaine pour tous, et pas comme un objet d'indifférence, ou d'abandon, ou d'exclusion, ou de stigmatisation. Jean, merci. Merci. Jean-Claude Amezen, merci beaucoup. Mais on en parlera après. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit à la fin. Savoir... La question aujourd'hui, je trouve, c'est pas de l'éloignement, mais c'est qu'on les rassemble. On n'éloigne pas les vieux, on les rassemble entre eux. On n'éloigne pas les autistes, on les rassemble entre eux. On n'éloigne pas les fous, on les rassemble. Regardez où on les éloigne. Non, mais juste, on les éloigne en les parquant ensemble. Voilà, mais on les éloigne. Oui, mais le problème, c'est pas tant l'éloignement, je trouve que c'est le... Bon, peu importe. Où on les enferme. Vous savez quels ont été dans les années 60 les premiers hôpitaux de gériatrie? Donc c'est vieux. Oui. Ce sont les sanatoriums pour tuberculeux qui ont été reconvertis. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvaient dans la forêt ou en périphérie? Parce que la tuberculose est contagieuse. Et donc on a transformé des sanatoriums pour personnes contagieuses en hôpitaux pour des personnes âgées qu'évidemment leurs familles ou leurs proches avaient beaucoup de mal à rejoindre lorsqu'ils étaient. Donc il y a les deux. On rassemble, mais dans des endroits, si possible, éloignés. Et si la vulnérabilité était contagieuse aussi? Ben, peut-être. Je pense que le fait de la croire contagieuse, l'histoire humaine est pleine d'épisodes dans lesquels le fait de croire que des comportements, des conduites ou des personnes sont contagieuses, entre guillemets, y compris, vous l'évoquiez, d'un point de vue moral, fait qu'on les repousse.
Et donc, j'allais dire, cette peur est en effet à la fois la peur de se voir et la peur d'être touché. Il y a une espèce de pensée magique. Si je suis proche de personnes vulnérables, je vais de ce fait devenir vulnérable. Que de quarantaine dans ce monde. Daniel Tammet, ou Tamet, on prononce le T, c'est comme on... Voilà. Alors on est plutôt dans le sud de la France. Alors est-ce qu'un écrivain, est-ce qu'un poète est fragile? Voilà. Je voulais d'abord commencer par remercier d'abord ces deux interventions d'une si grande qualité. Ça m'intimide pas mal pour faire la suite. Et remercier les organisateurs aussi pour rendre tout cela possible aujourd'hui, le public et les aidants présents sûrement ici pour tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes, tout simplement. Moi, la fragilité, c'est d'abord quelque chose que j'ai connu. On connaît tous, mais personnellement, dans la mesure où je suis né à Londres, donc l'accent, c'est un accent anglais, sous ce qu'on appelle aujourd'hui le spectre autistique. C'était il y a un peu plus de 40 ans, à Londres, et on ne savait pas à cette époque ce que c'était l'autisme. On ne sait pas trop aujourd'hui aussi, c'est très compliqué. Je suis l'aîné de 9 enfants. C'est une famille très... c'était ma chance, parce que j'avais une famille qui m'entourait, qui me protégeait, qui me stimulait, qui m'aimait tout simplement, dans ma différence, dans ma fragilité. Fragilité qui se présentait sous plusieurs formes. D'abord les crises épileptiques, heureusement soignées depuis longtemps. Une sorte d'isolement. Le sentiment d'être, même dans la langue maternelle, qui était la langue anglaise, de me sentir étranger, de me sentir différent des autres, de ne pas comprendre l'autre. Les codes sociaux, pour moi, c'était quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Et la chance aussi que j'avais, c'est avec déjà cette famille qui m'entourait, et puis une famille modeste, mais il y avait dans cette banlieue de Londres où j'ai grandi, comme un peu partout, encore aujourd'hui heureusement, une bibliothèque municipale. Et j'ai eu la chance assez jeune d'y aller, et je trouve que c'est formidable les bibliothèques, puisque c'est comme un abri contre la fragilité, contre la solitude. Il y a les livres partout, les livres sont des objets sociaux, on les touche, on les hume, c'est une odeur, un livre. Il y a les mains, quantité de mains avant les nôtres qui touchent ces pages, qui les palpent, qui les lisent, qui font de ces pages quelque chose de très fort, de très vivant. Une sorte d'alchimie, et ça se sent, ça se ressent en lisant ces pages, parce que parfois il y a écrit dans les marges des pages, les notes. J'ai remarqué souvent cela, écrit à l'encre verte ou rouge ou bleue ou noire, les commentaires. Et c'était souvent les gens qui, un peu comme moi, mais différemment, parce que la fragilité, chacun a sa part, et c'est toujours différent, mais toujours l'idée qu'on ne me comprend pas, on ne m'inclut pas, je suis différent, et j'aimerais faire partie intégrante de notre société. Et la lecture, la littérature, permet à chacun de trouver sa place, puisque la littérature, c'est un pays universel, et il y a la place pour chacun à cette table-là, où finalement c'est un festin qui se déplace très facilement, comme disait Hemingway, de pays en pays, de langue en langue, de culture en culture, à la seule condition de vouloir y entrer, de prendre notre imaginaire et d'y entrer, et de se laisser porter par notre vision, par notre manière souvent de voir les choses.
Je me souviens quand j'avais 7-8 ans, la première fois j'ai poussé les portes de cette bibliothèque, il y avait des livres partout bien sûr, et sur chaque livre, il y avait un nom différent. Et avec cette imagination âgée de 7 ou 8 ans, qui était la mienne à cette époque-là, je me suis dit assez logiquement, quand on y pense, qu'à force de chercher parmi tous ces livres, j'allais terminer par tomber sur mon nom aussi, sur un de ces livres. J'allais découvrir l'histoire de ma vie. Et puisque je n'aimais pas trop les surprises, surtout les mauvaises, je me suis dit comme ça, je m'arme contre cette fragilité que déjà à cet âge-là, j'anticipais, dont j'avais l'angoisse. Je voulais aller ouvrir ce livre à la fin, découvrir comment ça allait se terminer tout cela, pour mieux anticiper, me protéger, peut-être même, en quelque sorte, esquiver le destin. Bien sûr, je n'ai jamais trouvé ce livre, même après ce qui me semblait à l'époque comme des heures et des heures de recherche. Et c'était seulement plus tard que j'ai compris que pour le trouver, il fallait d'abord l'écrire. C'est ce que j'ai pu faire depuis plein de fois. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui traduit dans le monde entier. Donc, il y a dans plein de librairies et de bibliothèques, dans plein de langues, un livre quelque part avec mon nom dessus. Et donc, je voulais aussi dire un mot sur... Il y a tellement de choses, c'est tellement riche ce que vous avez dit tous les deux, mais je voulais aussi parler en effet de cette fragilité qui finalement est incarnée même dans notre langue, puisque quand on parle de langue, on parle de lapsus, on parle de malentendus, on parle d'incompréhension. La langue parfaite n'existe pas. On a essayé à plein de reprises d'inventer une langue pure, une langue parfaite, que ce soit l'espéranto, que ce soit une autre langue, une langue universelle. Mais je trouve que c'est intéressant que, en fait, il y a dans chaque dialogue la certitude d'incompréhension. Ça nous force à aller plus loin encore, de ne pas rester dans les clichés, de quitter les sentiers battus de notre pensée, de vouloir aller toujours vers l'autre, à la rencontre de l'autre, dans sa particularité, dans sa différence, dans les choses qu'on ne peut pas comprendre, en tout cas pas tout de suite, mais seulement à force d'écouter, d'expliquer, de dialoguer. Et dans mes livres, chacun de mes livres, que ce soit des essais, un roman, les poèmes plus récemment, c'est toujours cette envie-là d'abord de parler des gens qui me touchent profondément, des personnes à partir de mon propre vécu, mais après l'idée de trouver chez l'autre sa part de différence, de particularité, de richesse. J'avais enfant une langue un peu, c'était ma langue à moi, puisque dans mon cerveau il y a quelque chose qui s'appelle la synesthésie, c'est un phénomène neurologique. Quand je vois les mots ou les chiffres, je vois aussi une couleur, une texture, une émotion, parfois même une forme assez spécifique. Quand je pense au chiffre 89, par exemple, je vois la neige qui tombe. Il y aura bientôt de 89, je pense, ici à Mulhouse. Il y a dans le chiffre 37, je vois tous les matins quand je fais mon porridge, parce que c'est un chiffre grumuleux, comme le porridge. Et les mots aussi, on parle de fragilité, mais le mot fragilité, qu'est-ce que c'est le mot fragilité? Pour moi, c'est bleu. C'est bleu foncé. Ce n'est pas un bleu clair, c'est un bleu qui porte l'orage. Mais c'est aussi une couleur porteuse de l'espoir aussi pour moi. Dans la fragilité aussi, l'idée que c'est quelque chose qui nous sépare forcément, comme c'était le cas chez moi avec l'autisme que j'ai vécu surtout enfant, avant d'apprendre à aller à la rencontre des autres, avant d'apprendre comme une langue étrangère les codes sociaux qui peuvent me permettre aujourd'hui d'avoir une vie pleinement sociale, une carrière, un métier d'écrivain, mais c'était déjà quelque chose d'abord qui me coupait du monde, et après c'est devenu une force aussi, une vocation, une manière de voir le monde différemment.
et de porter ce message-là à travers mes livres, qu'on est tous singuliers et qu'on a tous quelque chose de singulier à se dire à nous-mêmes et aux autres. Et il faut simplement trouver les mots, et que ce soit d'abord par les chiffres qui nous font penser à la neige ou le porridge, ou la fragilité qui nous donne cette idée d'un bleu si particulier, ou toute autre chose. À chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai l'impression que je découvre un tout autre univers. Et c'était pourquoi, quand j'ai écrit mon premier recueil de poèmes, donc, qui s'appelle Portrait, c'était l'idée, pourquoi portrait? Parce que je voulais brosser le portrait des gens que j'aime profondément. Donc c'est un livre extrêmement intime. Et c'est un livre écrit dans mes deux langues, puisque j'écris dans les deux langues, anglais et le français. Et dans cette langue qui est aussi fragile, mais pure, celle de la poésie. Dans la poésie, on se dit, je ne sais pas si je vais arriver, c'est tellement difficile, on est face à la parole nue. On n'a pas les mêmes astuces que pour écrire un roman, par exemple, où il y a des personnages, où il y a une histoire à raconter. Là, c'est vraiment les mots eux-mêmes qui font énormément de travail. Et pour cela, il faut se fier à ces mots, il faut se dire, avec ces mots qui nous trompent, qui font qu'on parfois on dise n'importe quoi. Les mots sont fragiles aussi, mais c'est avec ces mêmes mots qu'on arrive à dire les choses les plus belles, les plus inspirantes, les plus enrichissantes. Quand une mère dit à un enfant « je t'aime » ou « je crois en toi » ou « tu vas y arriver », sont des mots dans d'autres contextes qui n'ont plus de sens. Mais là, au moment juste, ça crée ces mots-là comme un univers. C'est quelque chose de l'ordre quasi divin. Et là, dans chacun de ces portraits, je parle de ces personnages que j'aime, que je côtoie, des grands-mères, des belles-mères, des amis, mais aussi des gens que je connais que à travers la célébrité. Ça aussi, c'est une sorte de connaissance. Des gens que j'ai connus uniquement à travers les journaux, la télévision, mais qui m'ont énormément touché. Je pense par exemple au joueur d'échecs Bobby Fischer. C'est un grand joueur d'échecs qui a transformé le jeu, mais en le faisant, il s'est exposé à sa propre fragilité. Et c'est brisé en quelque sorte, parce qu'il voulait jouer le jeu parfaitement. Et le jeu parfait, ça n'existe pas. Donc il se heurtait face à ce mur-là. Je pense aussi à une dame que vous connaissez tous, la doyenne de l'humanité, une Française, Jeanne Calment. On en a parlé dans la presse récemment, avec les fake news russes. Je peux vous rassurer qu'apparemment, elle était bien la doyenne de l'humanité. Et cette dame m'a touché parce que j'ai découvert, avant même de venir en France, je suis en France depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, mais avant cela, je regardais la France à travers la télévision en Angleterre. Et celle qui incarnait pour moi la France, c'était Jeanne Calment. C'est la première personne que j'ai vue qui incarnait la France pour moi. Et je me suis dit, mais cette femme qui avait déjà à l'époque 117, 118 ans, vous imaginez qu'est-ce que c'est d'incarner 2 siècles, puisque c'est une dame qui connaissait sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Elle avait des souvenirs dans sa tête depuis de la Révolution française. Elle était toujours avec nous dans les années 90, à l'époque de Chirac. Donc, qu'est-ce que c'est d'incarner en un seul corps 2 siècles d'histoire? Il y avait forcément la déchéance physique, quand on parle de fragilité, mais aussi, surtout, une force incroyable chez cette dame. Et donc, j'essaye, dans chacun de ces textes, ces poèmes, d'incarner par ces mots leur langue à eux, leur façon de voir le monde à eux. Et puis, je vais terminer là avec un des poèmes qui parle, c'est un autre portrait, mais c'est aussi le portrait à nous tous. C'est un portrait qui parle peut-être de la fragilité la plus élémentaire, c'est l'angoisse existentielle.
Qu'est-ce que c'est d'exister tout simplement, de vivre, d'être humain, de savoir en effet qu'on va mourir? Comment trouver un sens à tout cela, si ce n'est que par le dialogue, par l'échange, par la franchise, la sincérité? Et donc là, je vais vous lire le poème qui s'appelle « L'univers et moi ». L'univers en a vu des anniversaires. Son âge, 14 milliards et 38 ans. Aux 14 milliards d'années passées depuis le Big Bang, s'ajoute mon bref séjour sur Terre. Je lève les yeux vers le ciel et contemple ce grand âge qui nous effraie et qui nous opprime. Nos amours d'une nuit ou d'une vie nous renvoient l'image de créatures jamais à la hauteur, infimes. Pourtant, je me souviens d'étés qui semblaient durer une éternité. L'univers n'en sait rien. Les galaxies et les êtres humains occupent différents fuseaux horaires. Je suis né 10 ans après que Neil Armstrong a l'uni en direct en noir et blanc. L'homme dans son costume d'astronaute nous paraît aujourd'hui hors du temps. Il avait mon âge. Mes atomes, je le sais, me sont seulement prêtés. Je les vois quand je me promène au soleil, le carbone des arbres, le silicium des fenêtres, l'hydrogène dans mon café. Je suis un citoyen de l'espace. Poussière d'étoiles tuée, à la poussière d'étoiles tu retourneras. Qu'est-ce qu'une vie? Des moments suspendus à l'infini, la musique du vent dans les arbres, les sourires qu'encadrent les fenêtres, le parfum chaud et terreux du café. Des petits riens par milliers, millions, milliards, 14 milliards et plus encore. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel, mais vous n'avez pas répondu à ma question, c'est normal. On pose des questions, on ne répond pas sur le poète est-il fragile, mais indirectement, car quand vous avez parlé des couleurs et des chiffres, ça me faisait penser au poème de Rimbaud sur les couleurs et les voyelles. Alors, les aidants, vous présidez, vous dirigez, vous avez créé une association autour des aidants. Quel drôle de mot, aidant, hein. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien le verbe, mais le aidant, alors. Je ne vous remercie pas de m'avoir fait passer en dernier. Pourquoi? Non. Et je vais essayer effectivement de sortir de la magie de ces présentations et de ces mots pour faire quelque chose avec vous de beaucoup plus concret. Et je vais commencer par les définitions de fragile, de fragilité. J'aime beaucoup les mots et j'ai les dictionnaires de l'histoire des mots par Alain Ray. Et je passe beaucoup de temps à comprendre ce que ces mots nous permettent de penser. Alors sur le mot fragile, fragilité, écoutez, c'est terrible. J'ai trouvé cassant, frêle, faible, périssable, peu important, qui se brise facilement, qui manque de solidité, des personnes de constitution délicate, facile à ébranler. Donc vous voyez, ma récolte a été particulièrement inquiétante. J'étais contente de l'avoir fait parce que finalement, je n'avais vu de fragilité que de la fragilité sociale, etc. Et puis j'ai réalisé que j'avais, avec l'Association française des aidants, un terrain d'observation extrêmement important, puisque l'Association française des aidants, qui a été créée en 2003 et dont j'ai pris la présidence en 2009, a aujourd'hui 300 points de contact sur toute la France et rencontre ces personnes qu'on appelle aujourd'hui, alors on les appelle des proches aidants.
Alors pourquoi proche aidant? Mais c'est le terme officiel. Et j'aime bien utiliser les termes officiels parce que c'est terriblement compliqué de se parler quand on ne donne pas le même sens aux mots. Et donc j'ai choisi dans ma vie de n'utiliser que les mots qui sont officiels, qui existent dans une loi, qui sont consacrés en tant que tels, pour essayer de pouvoir avoir un dialogue avec les autres, avec des mots qui sont, en tout cas, sur lesquels on peut éventuellement se comprendre. Alors là, celui-là, je ne l'oublierai pas. Et alors cette question, vous avez commencé par la question des aidants et puis parler du mot. Tout simplement, aujourd'hui, les gens ont du mal à parler des aidants, des proches aidants, des aidants familiers, des aidants familiaux, parce que pendant très longtemps, les aidants étaient des invisibles. Et quand je suis arrivée à l'Association française des aidants en 2009, avec des personnes qui sont ici présentes et que je remercie parce que prendre cette association qui était en grande difficulté, c'était c'était sportif. Et immédiatement, on a fait un communiqué de presse pour dire les aidants, ces invisibles, parlons-en. Et en fait, on ne voulait pas parler à leur place, on ne voulait pas être représentatif, on ne voulait pas leur donner la parole en tant que tel, on voulait en parler. Tellement ce phénomène était incroyable, inconnu, etc. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que maintenant on en parle. On en parle même beaucoup. Alors pourquoi on en parle beaucoup? Parce que simplement il y a des nombres. Vous devez connaître les chiffres qu'aujourd'hui on donne. Initialement, on disait qu'il y avait 8 300 000 personnes qui sont des proches aidants. Et puis, comme on s'est rendu compte que ce chiffre qui avait été mis en place par le ministère de la Santé, l'adresse plus précisément, datait de 10 ans, on s'est dit c'est pas possible. Et donc, il y en a qui ont commandité des études et qui diraient nous serions à 11 millions d'euros. En tout cas, que ce soit 8 millions, 8 millions 3 ou 11 millions, quand on a des chiffres aussi importants qui racontent des histoires qu'on connaissait, on dit qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, mais évidemment qu'on savait. En tout cas, ça vaut la peine qu'on s'y arrête et qu'on regarde ce que cette question des aidants génère, voire ce que cette question des aidants produit, et notamment par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, produit de gens qui sont effectivement en grande difficulté et qui sont fragilisés par les danses. Et donc, ce dispositif, ces aidants qu'on veut aider pour pouvoir, parce qu'il y a une difficulté de vie, il y a une maladie chronique invalidante, il y a un enfant qui est né avec une difficulté, il y a une vieille personne qui est tombée, qui s'est cassé le col du fémur, qui va mal, etc. Et autour de cette question-là, sur autant de personnes différentes, sur autant de chiffres, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé les yeux. Parce que cette histoire, ce qui m'a un petit peu donné l'orientation, c'est qu'on disait beaucoup autrefois, c'était pas comme ça, on vivait tous sous le même toit et c'était drôlement bien, quoi. Enfin, non, c'était pas tout à fait vrai. Et il y a un phénomène massif et majeur qu'on n'a pas vu venir, c'est que les femmes, elles exagèrent vraiment un petit peu, elles se sont mises à travailler. Elles ont eu le droit de vote. Et après le droit de vote, elles se sont donné des droits à elles-mêmes et le droit au travail est devenu quelque chose de majoritaire pour cette population qu'on appelle des femmes. Aujourd'hui, ce sont plus de 68% des femmes qui sont en activité professionnelle, âgées entre 15 et 65 ans. Et elles ont eu l'élégance de ne pas en parler, de ne pas revendiquer, de ne pas raconter que c'était un mouvement de femmes, c'était juste des femmes qui avaient envie de travailler. Et au moment où on est dans une situation où il n'y a jamais eu autant de raisons d'aider, tellement il y a de maladies chroniques invalidantes avec lesquelles on peut rester pendant très très longtemps. Tous ces accidents vasculaires cérébraux qui entraînaient la mort aujourd'hui n'entraînent plus la mort. Regardez, on parle du vieillissement en fait, moi je parle plutôt de la longévité. On vit tous de plus en plus longtemps, y compris en ayant des difficultés de vie, des difficultés de santé. Et on se retrouve donc dans une situation tout à fait particulière où on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle, mais en même temps, on en parle avec des constats qui sont effectivement extrêmement difficiles. Alors, comment ça se joue ? La première des choses à dire, c'est que les gens qu'on appelle aujourd'hui des aidants, ou plus particulièrement des proches aidants,
Le jour où il y a eu une annonce, on a annoncé une pathologie, le jour où il y a eu un accident de la vie ou un accident de la route, on n'a pas dit, tiens, je vais devenir, à partir de ce moment, je suis un aidant, je suis un proche aidant. On n'a pas vu venir, d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont en situation d'aidant ne savent pas qu'on les appelle des aidants, et quand on leur en parle, ils disent, mais non, je suis le père ou la mère. Mais c'est ce que je leur dis, bien sûr, vous êtes ça. Vous êtes ça d'abord, mais la société, pour parler de vous, dit que vous êtes des aidants. Ce qui se passe, c'est que les gens disent je n'ai rien vu venir, il y avait une situation d'urgence, il fallait prendre des décisions, j'ai arrêté de travailler. Alors là, ça commence à aller très mal pour moi, l'inquiétude monte, mais pourquoi avez-vous arrêté de travailler? Parce que quand papa est sorti de l'hôpital, l'assistante sociale m'a dit vous devez arrêter de travailler pour vous occuper de votre papa. Alors, je dis à cette femme, et c'est ce que vous avez fait? Eh bien oui. Elle m'a dit que j'aurais des aides. Voilà. Et donc, on commence là. On va parler de cette dame qui n'est pas fictive. On va parler de cette dame. Effectivement, elle devient immédiatement l'aidante de son papa. Comme on lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de travailler pour s'occuper de lui, elle s'est arrêtée de travailler, elle s'occupait de lui. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que s'occuper de lui, c'est faire les courses, préparer le déjeuner, donner les médicaments. Mais ce qu'elle ne savait pas quand même, c'est qu'il y avait aussi la toilette et la toilette intime à faire de son père. Ça, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis, on ne lui a pas dit non plus que si elle démissionnait, qu'est-ce qui se passe quand on démissionne? On n'a pas de rémunération. Et on fait comment pour vivre quand on n'a pas de rémunération et que ce n'est pas inclus dans un projet de vie sur lequel on a déjà travaillé? Eh bien, cette dame me disait, vous vous rendez compte, ça fait 6 mois et j'ai toujours pas, on ne m'a toujours pas envoyé l'argent pour payer mon loyer. Mais qui c'est qui vous a dit qu'on allait vous envoyer de l'argent pour vous occuper de votre... Vous voyez que je suis en train de dérouler petit à petit ce qui a fait que cette personne s'est retrouvée dans une immense fragilité, dans quelque chose, dans une construction sociale qui était de dire, comme ça, de cette assistante sociale, vous devez faire cette prescription, vous devez vous arrêter de travailler pour vous occuper de votre père, vous aurez des allocations. Donc bien évidemment, cette dame s'est retrouvée avec des ennuis majeurs puisqu'elle ne payait pas, elle ne payait plus son loyer. Ben oui, parce qu'elle n'avait pas de rémunération, donc c'était quand même un petit peu normal. Elle était en grande difficulté avec son père parce que c'était extrêmement douloureux pour elle de faire la toilette intime et je confirme que c'est quelque chose qui se dit pas comme ça, mais qui se raconte quand on parle avec les aidants de cette difficulté, tout en étant aidant, d'entrer dans l'intimité de son proche et que ce soit le père ou la mère, qu'on soit fille ou garçon, c'est de même nature. En tout cas, dans ce que les gens disent, ce en quoi ça les fait souffrir. Et donc, on se retrouve avec une personne en fragilité économique, plus d'argent, personne ne lui a envoyé de l'argent pour quoi que ce soit. Elle ne connaissait pas, personne ne lui a parlé des dispositifs pour pouvoir avoir des intervenants professionnels faisant les soins techniques, mais également les soins d'hygiène pour le papa, parce que c'est tout simplement leur métier, et que c'est pas mal de demander à des gens d'exercer le métier. Et petit à petit, eh ben, cette dame, elle s'est retrouvée dans une situation où elle me dit « je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas le choix, je ne sais pas comment faire pour retrouver du travail », à peu près désespérée, extrêmement fatiguée de s'être occupée de son père dans des conditions aussi complexes. Et si je déroule cette histoire, c'est pour vous dire que des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. J'ai bien fait de regarder la définition de manière beaucoup plus prête, avec une impression, plus qu'une impression, voire quelque chose de très gênant, de très révoltant, de dire mais mon Dieu, comment est-ce que on fabrique de la fragilité? Comment est-ce qu'on devient une usine à fabriquer de la fragilité? Cette dame n'avait visiblement pas de symptômes autres qui m'auraient fait dire cette dame est extrêmement fragile, c'est pour ça qu'elle le vit mal, qu'on lui dit d'arrêter de travailler. Non, c'est pas du tout ça. Et en réfléchissant bien et avec toutes ces proches aidants que je vois très régulièrement, qui sont soit des parents de jeunes enfants, on est effectivement dans quelque chose qui se fragilise parce qu'il y a des attentes extrêmement fortes, il y a des assignations à résidence d'aidés, il y a des prescriptions
il faut s'arrêter de travailler pour s'occuper de votre enfant. Je rencontrais il y a quelque temps une jeune femme qui me disait mon enfant est très malade. Les médecins m'ont dit à moi et à mon mari qu'on pouvait prendre des congés et de rester avec lui pour l'entourer, parce qu'il va bientôt mourir. Et au bout de 2 ans, ne croyez pas que je veux qu'il soit mort, mais au bout de 2 ans, mon fils est là, il est vivant, il a des soins, etc. Mais il est vivant. Et je voudrais bien reprendre une activité professionnelle à peu près à mi-temps pour pouvoir m'occuper de lui et continuer à avoir une vie sociale, à rencontrer les gens, à avoir pour ma part l'apport d'argent pour mon couple, etc. Je lui donne quelques conseils pour aller voir son employeur, pour proposer un certain nombre de choses qui lui permettraient, les jours où ça ne va pas, de passer un coup de fil, etc. Et quelques temps après, elle m'appelle en me remerciant beaucoup et en me disant que son employeur a été formidable, qu'il a tout à fait compris la situation, mais qu'elle ne va pas pouvoir le faire. Et donc, très étonnée, je lui dis « Mais pourquoi donc ?» Parce que mes beaux-parents m'ont fait savoir qu'ils ne supporteraient pas que je ne m'occupe pas de mon enfant à temps complet à la maison. Je vous raconte également ça parce que cette petite phrase, elle est extrêmement fréquente. Il y a effectivement quelque chose que j'appelle de la morale, quelque chose que j'appelle, par exemple, dans des zones rurales, nous avons eu beaucoup de difficultés à pouvoir implanter des cafés des aidants parce que ça ne se faisait pas d'aller parler avec d'autres de ce qui se joue dans les intérieurs. Et ce qui se joue dans les intérieurs, ce sont des choses qui peuvent être très péjoratives, avec des proches aidants extrêmement fatigués, des proches aidants exténués. D'ailleurs, on dit un autre truc incroyable, on dit maintenant que les proches aidants sont en burn-out, tout simplement. Et quand on regarde ce que veut dire le burn-out, c'est se consumer. Et donc on regarde des gens en train de se consumer. Tout ça pour dire que la construction de la fragilité peut être aussi une construction sociale, qu'il faut y faire, il faut être très vigilant à ça, il faut y faire très attention, et que sur la question de la fragilité ou de l'aide, c'est apporter sa contribution à l'autre. Beaucoup de gens disent même c'est ma part de contribution à l'humanité. J'ai trouvé que c'était intéressant vraiment de pouvoir le dire comme ça. Madame tout à l'heure disait quelque chose que j'ai noté, aider l'autre nous rend plus forts. Il peut ne pas nous rendre plus forts du tout. Il peut aussi nous fatiguer, nous accabler, nous mettre dans des situations de santé pas possibles. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce qu'on a dit qu'il était normal que cet homme, que cette femme, surtout que cette femme bien évidemment, aide son proche, puisque voilà, ce sont des rôles sociaux qui, on va dire, historiquement arrivent vers les femmes. En tout cas, je voulais juste parler de cette construction de la fragilité, en nous demandant les uns et les autres de la place où nous sommes les uns et les autres, d'être extrêmement vigilants à cette question, et pour dire aussi que le mot aider, quand on regarde ses racines grecques, ça veut dire donner de la joie. Alors évitons que les gens ne deviennent fragiles et continuons à leur dire prenez tout ce que vous pouvez comme joie pour pouvoir le transmettre à votre proche. Merci. Merci infiniment. Peut-être qu'on va demander à une personne qui porte un joli titre d'auxiliaire de vie, Wahida, voilà, de faire une petite condensée, synthèse, comme vous voulez. Quelques mots. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous dire que je suis ravie d'être ici parmi vous pour d'aussi magnifiques sujets importants et intéressants. Donc voilà, je m'appelle Wahida. Je travaille à la PAMAD en tant qu'auxiliaire de vie maintenant depuis 4 ans. J'ai choisi ce métier pour une simple raison que j'ai mon grand-père paternel qui a bien vécu. Il est décédé 2 mois avant ses 101 ans. Il avait toute sa tête. Vous pouviez parler avec lui comme s'il avait que 50 ans. Il était vraiment super. Malheureusement, un jour, il a fait une chute, fracture du col du fémur, il s'est retrouvé alité. Je précise que mon grand-père vivait en Algérie. En Algérie, dans notre culture, c'est les enfants qui aident leurs proches. Il n'y a pas d'association comme la PAMAD. Les auxiliaires de vie, ça n'existe pas. Du coup, c'est mes parents, oncles et tantes qui sont occupés de mon grand-père.
Et voilà, et je me dis que c'est dommage qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie parce que je pense que mon grand-père aurait plus accepté la toilette, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est difficile pour un proche, un parent qui a élevé ses enfants, de laisser son enfant venir le voir nu. Son intimité, c'est très difficile. Et pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est parce que malheureusement la distance a fait que je n'ai pas pu m'occuper de mon grand-père. Je n'ai pas pu m'occuper de lui. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et mon plus grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas lui avoir dit à quel point je l'aimais. Donc, suite à ça, j'ai eu ma fille. Je suis restée mère au foyer 4 ans. Je me suis occupée de ma fille. J'ai décidé de reprendre une activité professionnelle, sachant qu'avant, j'étais vendeuse. Et je voulais me faire une reconversion, faire un métier où est-ce que je pouvais aider. Et voilà, en pensant à mon grand-père, je me suis dit auxiliaire de vie. J'ai fait une formation qui a duré quelques mois. J'ai appris ce qu'il y avait à apprendre. Et j'ai commencé à la PAMAD en 2015. Et j'y suis toujours. L'amour du métier m'a retenue. Je suis là parmi vous ce soir pour témoigner. Alors les débuts, ils étaient très 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 difficiles. Je ne vais pas vous mentir. Pendant un mois et demi, je rentrais, je pleurais. Pendant certaines pauses, je pleurais. Je ne pleurais jamais devant les personnes chez qui j'intervenais, je le précise. Je pleurais parce que j'ai été confrontée à la réalité. J'ai vu le besoin, j'ai vu la souffrance, j'ai vu la détresse de ces gens-là. Et c'est ça qui a fait que je pleurais, parce que pour moi, les personnes âgées, c'était les personnes qu'on voyait au marché, avec la petite canne, le déambulateur. Mais je ne savais pas que c'était ça, en fait. Donc j'ai été confrontée à ça. Et je me suis dit, soit je continue, mais j'arrête de pleurer, soit j'arrête si j'arrive pas à contrôler toutes ces émotions. Et j'ai continué. J'ai continué. Et je continue toujours avec amour, et je vais vous dire pourquoi j'ai continué. J'ai continué parce que je me suis toujours dit que ces gens-là, ils étaient comme vous et moi avant. Ils ont travaillé, ils ont fait leur vie, ils ont leur parcours, leur expérience, leur peine, leur joie, leur souffrance. Et ces gens-là, ils n'ont pas demandé ou choisi d'avoir Alzheimer. Ils n'ont pas choisi Parkinson, d'avoir tel et tel cancer, d'avoir un AVC. C'est pour ça que je me suis dit, je continue. Je continue parce que moi, je suis quelqu'un qui a la joie de vivre, que j'aime partager. Et on m'a toujours dit que la joie de vivre, c'était la chose la plus facile à transmettre et à partager. Donc je le fais encore aujourd'hui. Je fais ce métier avec amour. Il consiste à quoi, le métier d'auxiliaire de vie? Le métier d'auxiliaire de vie, c'est de faire en sorte que le maintien à domicile se passe le mieux possible pour ces gens-là. Et je tiens juste aussi à dire que, une petite parenthèse, c'est pour les proches, la famille, les aidants qui culpabilisent des fois de ne pas être assez présents. Non, c'est pas vrai. Le fait de faire appel aux auxiliaires de vie, vous faites déjà beaucoup. Le fait d'essayer de faire au mieux pour mettre telle et telle intervention pour la toilette, le repas ou autre, c'est déjà beaucoup. On vit dans une société où on est obligé de travailler, malheureusement. Moi-même, je travaille. Moi-même, je ne suis pas chez mes parents tous les jours. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Mais j'ai pris quelques... Excusez-moi. Je ne sais même plus où est-ce que j'en étais. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Non, c'était un très beau élan. On va essayer de... Comme il nous reste un petit quart d'heure, on va donner voilà, quand même la parole à la salle qui a eu l'amabilité, la gentillesse d'écouter de très belles interventions et très fortes, et puis surtout très, très personnelles, chacun dans son histoire. Donc voilà, à vous de réagir ou de témoigner. Il n'y a pas de question. Oui. Non, j'ai pas fini. Oui, chère madame, il y a deux possibilités. Soit il n'y en a pas de questions, soit on laisse madame terminer. Donc, si vous préférez que mademoiselle termine, je vous en prie. Merci. Donc le métier d'auxiliaire de vie, c'est quoi ? Le métier d'auxiliaire de vie, c'est de faire c'est le maintien à domicile des gens chez qui nous intervenons. C'est de faire en sorte que leur lieu de vie soit agréable pour eux, qu'ils soient en sécurité comme nous devons être en sécurité en mettant le matériel adapté, que ce soit un lit médicalisé, un soulève-malade, un verticalisateur. Notre métier, c'est quoi ? C'est
quand on va chez les gens le matin, ben déjà ces gens-là nous ouvrent leurs portes chaque matin, nous entrons dans leur intimité. Ces gens-là se mettent à nu, ils se mettent à nu devant nous parce qu'ils n'ont pas le choix malheureusement. Et nous, on est là justement pour faire ce magnifique métier qui est de les aider, de faire des douches, de faire des toilettes, de préparer des repas. Certaines personnes qui n'arrivent plus à manger seules, nous devons leur donner à manger. C'est ça le métier d'auxiliaire de vie, d'être observatrice, organisée, de faire remonter les infos aux coordinatrices, aux responsables, pour mettre plus d'interventions en place. On fait un métier où il faut vraiment le faire par amour, parce que si on n'aime pas aider les gens autour de nous, les gens qui sont dans le besoin, il ne faut pas faire ce métier. Honnêtement, je pense que tous les auxiliaires de vie ont fait ce métier par amour, que ce soit moi ou mes collègues. Après, comme tout métier, il y a les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est quand on voit l'état des gens se dégrader, malheureusement. Quand on voit des gens décédés, c'est difficile aussi pour nous à gérer. Quand on est en formation, on nous dit faut mettre à distance. Oui, il faut mettre à distance, mais on est tous humains, je veux dire. Donc ça nous touche, nous. Toutes les auxiliaires, on est touchés par un décès, par voir une maladie progresser chez telle et telle personne. Après, par rapport au métier, il y a l'inconvénient encore. Je dirais que le métier n'est pas reconnu et valorisé à sa juste valeur, malheureusement, parce que nous, on est sur le terrain, on est chez les gens, on voit leur souffrance, on voit la maladie, on voit l'état des gens se dégrader, on voit qu'il y a des personnes qui ont plus de besoins, et je trouve que notre salaire n'est pas du tout égal à ce qu'on fait et ce qu'on apporte tous les jours. Sache. Merci. Après, voilà, donc les inconvénients, il y a ça. Je précise qu'il y a encore malheureusement cette différence entre les personnes de classe moyenne et les personnes aisées. Malheureusement, les personnes aisées peuvent prétendre à plus d'heures, à beaucoup d'heures par jour, par semaine, par mois. Une personne de classe moyenne qui a travaillé, qui a cotisé pour justement être à la retraite, qui n'a pas demandé à être malade, malheureusement qui se retrouve avec un minimum d'heures, je comprends pas. Je comprends pas, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, nous travaillons tous au jour d'aujourd'hui. Nous l'oublions pas. C'est une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre au jour d'aujourd'hui, cette différence qui existe encore quand nos proches sont dans le besoin. Je ne comprends pas aussi l'évaluation du temps qu'on a chez certaines personnes. Pour moi, je dis que les personnes qui sont du moment où ils sont alités, ou une personne qui a un appareil, que ce soit un soulève-malade ou un verticalisateur, les 30 minutes à bannir. Ça devrait être 45 minutes à 1 heure minimum, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la maltraitance. On est là pour rassurer les proches qui travaillent. On est là pour soulager la famille. On est là, on fait du domicile. On n'a pas choisi de faire autre chose. On fait du domicile. Pourquoi? Pour que les gens soient bien, qu'on puisse prendre le temps avec eux. Mais excusez-moi, je vais vous dire juste une parenthèse. Une personne chez qui on va, qui se lève, qui malheureusement a des troubles cognitifs, voilà, cette personne, on va encore pouvoir gérer un petit peu pour pouvoir lui faire la toilette et lui préparer le petit déjeuner. Une personne qui a un soulève malade, donc on lui fait un transfert, lit médicalisé, soulève malade, fauteuil roulant. En 30 minutes, dimanche, jour férié, parce que le temps est réduit dimanche, jour férié, et même des fois dans la semaine, 30 minutes. Une personne qui a fait ses besoins, qui n'a pas demandé à être dans le lit pour faire ses besoins, expliquez-moi comment on fait en 30 minutes pour lui faire une toilette, faire un transfert et lui donner le petit déjeuner. Les grilles des GIR devraient être carrément balayées, refait pour voir en fonction des maladies, de l'état de la personne, du matériel mis en place. Moi, je pense que si nous travaillons tous ensemble, si nous unissons tous nos idées et que ceux d'au-dessus consultent un petit peu plus les auxiliaires de vie comme moi, qui sommes tous les jours sur le terrain, nous pouvons nous apporter un plus pour améliorer nos conditions de travail, pour améliorer le quotidien de ces gens-là qui n'ont pas demandé à être dans telle et telle situation. Il ne faut pas l'oublier. Nous-mêmes, nous ne rajeunissons pas. On prend tous de l'âge. Ne l'oublions pas. C'est pour nos proches, c'est pour vous-même, c'est pour moi.
Alors je vous dis, unissons-nous. Et franchement, améliorons les choses autour de nous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, il nous reste à peine 5 bonnes minutes pour des questions, si vous en avez, si vous voulez un petit peu, ou entre vous, si vous voulez réagir. Bon, la salle est tétanisée. Je peux poser une question Évidemment, il y a un micro là juste devant vous. Noël, allez-y. Vous parliez de Jeanne Calment tout à l'heure. Calment, ça a quelle couleur? C'est doré. Merci. Non, mais alors, s'il n'y a pas d'autres questions, et même un peu en réaction à l'intervention tout à fait justifiée de Madame, moi j'ai une question. Quand on parle de fragilité, et y compris pour vous, Madame, vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans la société, on parle des aidants, à juste titre. À juste titre. J'entends pas beaucoup les fragiles parler. Heureusement, là, vous voyez, il y a quelque chose de très compliqué, je trouve, dans nos sociétés, où ce sont toujours et bien souvent les autres qui parlent. Enfin, on le voit dans la médecine, on le voit aussi autour des fragilités. C'est pour ça que les paroles de... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jean-Claude Amezen? Vous êtes souvent confronté à ça. Hein, c'est toujours les autres qui parlent à votre place. Non, dans les aidants, si, c'est quand même... aujourd'hui... Je crois qu'il faut multiplier les paroles, et on assiste à ça. Il y a des associations de personnes malades, il y a des associations de personnes en situation de handicap, il y a des associations d'associations, il y a des associations d'aidants proches, il y a des associations d'aidants. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de tisser. On a tendance à fragmenter les discours. C'est pas tant... Je crois que de plus en plus de personnes parlent, mais encore faut-il qu'elles soient écoutées et entendues. Et quand vous parliez de la construction de la fragilité, moi je dirais que c'est la déconstruction de la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce que vous dites aussi, on abandonne. C'est-à-dire que la personne, il y aura sûrement dans la famille des gens qui vont pouvoir l'aider. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on l'espère. Et puis il faut, comme vous disiez, qu'elle arrête de travailler. Des aidants pour aider en plus des aidants proches, ou s'il n'y a pas d'aidants, il y en aura sûrement, mais on les paye mal, il n'y a pas de temps. Et donc tout est fait d'une manière, j'allais dire, rationnée, comme si l'impératif, c'était de le faire à minima. On sait bien qu'il faut faire quelque chose. Alors si on le fait à minima. On fait juste le minimum. Il y a quelque chose de tragique. Cette non prise en compte de la fragilité, ça rejoint ce que Noël Châtelet disait au début, ça a été très violent en médecine. Un médecin ne pouvait pas être fragile ou malade, puisque son rôle, c'était de soigner les autres. Et donc, on a mis du temps avant de s'apercevoir qu'il y avait des médecins dépressifs, il y avait des médecins en burn-out, il y avait des médecins alcooliques, et qu'il fallait peut-être des groupes de réflexion chez les aidants, chez les médecins, chez les patients, chez les aidants. Et donc, il y a ça. Ce que vous disiez, moi, ce qui me frappe beaucoup, ce que vous disiez sur le proche en Suède, ça m'avait beaucoup frappé depuis longtemps. En Suède, si quelqu'un de la famille d'une personne handicapée ou en maladie chronique veut non pas jouer son rôle de parent, de femme, de mari ou d'enfant, mais apporter une aide, qui soit une aide médicale, une aide soignante, une aide technique, il faut que cette personne se déclare, reçoivent un salaire, parce que le but de cette approche en Suède, c'est d'éviter la confusion entre l'aide qu'apporte, l'aide affective qu'apporte un proche, et l'aide spécialisée professionnelle qui peut être. Et l'idée, c'est que plus on mélange les deux, et ce que vous disiez, et plus on épuise l'aide affective. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel vis-à-vis d'un proche, vous n'êtes plus un ou une proche. Et donc, cette confusion est simple, c'est-à-dire que si des proches peuvent aider, ce n'est pas la peine à ce moment que la société s'organise pour apporter une aide. Si la société s'organise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend... C'est extrêmement frappant, vous parliez des salaires précaires, de la formation souvent défectueuse. On vous dit, mettez à distance, mais il n'y a pas de groupe il n'y a pas de groupe de parole, il n'y a pas de soutien, encore une fois.
En fait, on demande aux personnes fragiles, mises en situation de fragilité, d'aider les personnes les plus fragiles. C'est comme si on disait, écoutez, il y a nous, les forts, les mobiles, ceux qui sont en bonne santé, les normaux. Et puis, pour aider et accompagner les personnes les plus vulnérables, ben, on va prendre des gens qui sont en situation de vulnérabilité ou on va les mettre en situation de vulnérabilité. Et comme ça, ils s'aideront entre faibles et entre vulnérables. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent dans cette dévalorisation des métiers et des professions d'aide qu'on voit d'ailleurs dans une autre dimension actuellement à l'hôpital, où les conditions de travail font que le recrutement à la PHP d'infirmiers et d'infirmières devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire ceux qui apportent de l'aide, de l'accompagnement, du soutien, en plus de l'aide technique, hein, l'aide humaine, eh bien, sont considérés comme étant accessoires. Et je crois que ça dit beaucoup sur nos comportements en tant que société, sur notre culture. Et c'est vrai, comme vous le disiez, qu'il faut se mettre ensemble. Noël Châtelet. Pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Juste une chose un peu personnelle, puisqu'on s'est parlé un peu personnellement aussi, même publiquement. Il se trouve que j'ai été mariée à un grand philosophe qui s'appelle François Châtelet et qui a été trachéotomisé les 4 dernières années de sa vie et qui vivait donc avec des machines pour respirer. Et les 2 dernières années ont été particulièrement dures et que j'étais à la fois son amour, sa femme, mais aussi sa soignante. Et je reviens sur ce que vous disiez, ça crée une situation extrêmement déroutante, sans doute merveilleuse aussi, parce que l'amour est là, mais très troublante et qui m'a beaucoup marquée et qui a fait sans doute aussi que, plus encore, je suis allée vers ces êtres dont je parlais tout à l'heure, un peu en marge, un peu en norme, un peu dans la souffrance, pour peut-être aussi trouver en moi la force qui parfois me manquait, d'être à la fois l'amour et l'infirmière. Merci beaucoup. Une dernière question, ou bien on termine sur ce très beau témoignage? Bon, en tout cas, merci infiniment. Moi, je voudrais bien dire quelque chose. Ah bah alors, dites quelque chose. Mais parlons des fragiles. Oui. Non, mais juste une petite conclusion. C'est juste une petite phrase, hein, après c'est bon. Donc je voulais juste dire que l'amour ne retient pas la mort, mais dites à vos proches que vous les aimez avant de le regretter. C'est la pire des choses qui peut rester en vous. C'est tout ce que je voulais dire. Et ben en tout cas, merci infiniment. Aimez-vous les uns les autres. Faites, hein. Et en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages et vos interventions. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine.